Bonsoir à tous. Je pense qu'on va débuter. Alors, merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro de Guise des compétences avec Herman Koukoura, qui est chargé de communication digitale et visuelle. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir avec lui comment allier une stratégie digitale et la création visuelle pour impacter votre audience. Alors, vous notez que Herman Koukoura est un expert dans le milieu qui cumule quand même une dizaine d'années d'expérience. Donc, sans plus tarder, Herman, tu as la parole pour ta présentation. D'accord, merci David. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? David, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend sans problème. Ok, super. Ok, alors, comme David l'a dit, je suis Herman Koukoura. Donc, comme vous le voyez hein, sur le premier slide, donc plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la création graphique, que ce soit print ou digital. Et aussi, je cumule 5 années dans la communication digitale. Et bien avant d'être dans la communication digitale, j'étais aussi dans l'ingénierie informatique. Voilà, dans les différents domaines que j'ai cités là. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'entretenir sur le thème du jour. Donc ça sera pas, ce sera pas un cours, mais ça sera plutôt une discussion, ça sera un échange. Voilà, donc je vais vous partager ce que je sais sur ce thème-là. Donc, comment va s'articuler notre thème? Donc, en première partie, on va essayer de voir, on va essayer de définir différents thèmes. Donc, on va parler un peu de stratégie digitale, on va parler des piliers qui impactent de l'importance ou encore de la puissance de la création visuelle et comment s'aligne une stratégie qu'on met en place et tout ce qu'on fait comme création visuelle. Donc, je vais vous montrer quelques exemples et un outil de cas concret personnel sur lequel j'ai travaillé. Et en dernière partie, ce sera, vous verrez un peu quelques outils qu'on peut utiliser pour tout ce qui est création visuelle ou encore analyse au niveau du digital. Alors, le premier point, c'est quelle est l'importance du digital et du visuel aujourd'hui. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de montrer comment allier stratégie digitale et création visuelle pour véritablement impacter votre audience. Voilà. Donc, ensemble, nous verrons les piliers principaux d'une stratégie digitale efficace. Donc, l'importance du visuel dans l'engagement, ainsi que toutes les bonnes pratiques et outils pour maximiser votre influence en ligne, que ce soit pour une marque ou pour un produit. Donc, ce que vous devez savoir déjà, c'est qu'une bonne stratégie digitale permet d'atteindre la bonne cible au bon moment, surtout sur les bons canaux. Voilà, donc, on ne va pas aller s'adresser aux gens n'importe où. Mais tout ça, pour s'adresser à quelqu'un, il faut lui afficher une information. Donc ici, on va essayer de créer un visuel attractif et engageant. Donc, très souvent, lorsqu'on crée un message, on essaie de faire attention pour éviter, on va dire, certains malentendus. Quand je parle de malentendus, c'est quoi? Lorsqu'on crée un visuel, le message qu'on veut véhiculer risque
de ne pas être vu ou même retenu. Donc, l'image qu'on va essayer de mettre en place doit pouvoir être engageante, doit pouvoir captiver celui qui va regarder ce visuel-là. Donc, tout ce que nous on recherche ici, c'est de capter l'attention et puis susciter une émotion. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est visuel, je vais parler de visuel globalement. Ces éléments-là jouent un rôle très, très important dans l'engagement non seulement de votre cible, et aussi ces visuels-là nous permettent de nous différencier. Quand je dis nous, je parle de nous en tant que marque. Donc, vous, en tant qu'une marque, vous arrivez à vous différencier grâce à tous vos éléments visuels. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, c'est quoi concrètement une stratégie digitale? Est-ce que parmi vous, des gens ont la réponse? Vous pouvez déjà prendre la parole. Comme j'ai dit, c'est une discussion. Si quelqu'un connaît la définition directement, vous avez la possibilité de la donner, de l'écrire dans le chat ou bien simplement lever la main et puis me donner votre avis là-dessus rapidement avant qu'on continue. Il n'y a personne? Bon, d'accord. Donc, on va évoluer. Donc, une stratégie digitale, en gros, c'est un ensemble d'actions planifiées qui permettent à une entreprise ou encore une marque de développer sa visibilité, son engagement, sa conversion sur les plateformes numériques. Donc, toute la stratégie englobe différents éléments, différents aspects. Donc, il y a le contenu, il y a les canaux de diffusion, il y a tout ce qui est SEO et de la publicité digitale. Et enfin, de l'analyse. C'est-à-dire tout ce qu'on a bien pu mettre en avant, que ce soit les contenus qu'on a diffusés sur différents canaux, que ce soit la publicité qu'on a mise en place. À la fin, on essaie d'analyser tous ces éléments-là pour voir si la stratégie qu'on a mise en place a eu vraiment un impact sur, je veux dire, on va dire sur le produit. Par exemple, qu'on veut mettre en avant, on met en place une stratégie pour pouvoir vendre le produit. Est-ce qu'à la fin de la campagne, grâce au KPI, est-ce qu'on a pu mettre en avant ce produit-là? Donc, pourquoi il est essentiel de mettre en place une bonne stratégie? Donc, c'est important pour pouvoir toucher une audience, c'est-à-dire chaque marque a une audience. Je veux dire quoi? Si aujourd'hui on décide de vendre une banane, par exemple, quand je parle de banane qu'on utilise pour faire à locaux, par exemple. Donc, pour vendre la banane, là, il faut s'adresser à quelqu'un. Donc, cette personne-là, c'est ta cible. Si c'est une dame qui vend de la loco, ça, c'est ta cible de cœur. Donc, parce qu'elle, elle va utiliser directement ton produit. Donc, tu dois t'arranger pour lui montrer cette banane-là. Donc, en mettant en place une stratégie pour pouvoir la toucher, c'est l'un des points essentiels. Donc, un second point, donc, une bonne stratégie aussi améliore la notoriété et la crédibilité de la marque. Un troisième point, donc, toujours, une bonne stratégie favorise la conversion et la fidélisation.
Donc, la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est du moment où tu mets en vente ta banane et la dame en question est intéressée par ce produit-là jusqu'à ce qu'elle achète. Et la fidélisation, c'est quand elle revient. Elle revient. Là, tu n'as pas besoin forcément de mener une action. Elle sait où elle va trouver cette banane-là. Mais grâce à tout ce que tu as mis en place pour pouvoir vendre cette banane, tu as réussi à susciter en elle cette confiance-là. Donc aujourd'hui, tout de suite, quand elle a besoin d'une banane, elle se tourne directement vers ta marque pour avoir cette banane-là. Mais aujourd'hui, beaucoup de marques ils mettent en place des stratégies pour pouvoir fidéliser les clients. Parce que c'est vrai, j'ai réussi à vendre une fois mon produit à quelqu'un. Mais je ne veux pas que cette personne-là parte. Donc, je mets en place des éléments pour pouvoir garder ou encore retenir cette personne-là pour qu'elle puisse revenir à chaque fois pour acheter mon produit. Alors, les piliers d'une stratégie digitale impactante. Donc, on a différents points, donc des objectifs clairs, la connaissance de l'audience, la sélection des bons canaux, et puis, comme je l'ai dit, l'analyse et l'optimisation de tous les résultats qu'on aura en fin de compte. Donc, dès le départ, il faut définir l'objectif. Je suis une marque de bananes. On va garder cet exemple-là, ça va nous suivre tout au long de cette présentation pour que ça soit simple à comprendre. Donc, je suis une marque de bananes. Et aujourd'hui, je veux pouvoir gagner de l'argent grâce à mon produit qui est la banane. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour pouvoir atteindre mon objectif qui est de gagner de l'argent, il va falloir que je définisse, on va dire, des objectifs assez clairs pour pouvoir atteindre ce but-là. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon audience sache que j'ai quelque chose en vente? Donc, dès le départ, qu'est-ce que je veux pour ma marque? Est-ce que je veux de la notoriété? Est-ce que je veux de l'engagement? Ou encore, est-ce que je veux de la conversion? Donc, la notoriété, c'est d'augmenter la visibilité de votre marque un peu partout. Aujourd'hui, quand vous êtes dehors, autour de vous, on a plusieurs marques qui sont affichées et qu'on connaît. Souvent, on n'a même pas besoin de forcer. On les reconnaît tout de suite. Donc, on met un système en place pour qu'on soit reconnaissable et pour qu'on ait de la visibilité. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est l'interaction entre l'audience, votre audience et votre marque. Donc, cet engagement-là, c'est quoi? C'est, comment je peux dire ça? C'est le renforcement, si je peux dire ça comme ça, de l'interaction avec votre audience. Et après, une fois qu'on a tout ça, on va essayer de convertir cette audience-là. Parmi cette audience-là, vous aurez forcément des clients. Donc, la conversion, c'est de transformer ces visiteurs-là, disons, équivaut à l'audience, en clients. Donc, ceux qui vont visiter, que ce soit vos différentes plateformes ou bien qui vont voir vos différents points de vente physiques, vont devenir des clients du moment où ils commencent à acheter votre produit. Donc, comment on essaie de connaître son audience? Donc, bien évidemment, on doit connaître son comportement, on doit connaître ses attentes. Par exemple,
j'ai de la banane, la tante à qui je veux vendre ce produit-là, on doit savoir comment elle veut ce produit-là. Est-ce qu'elle veut déjà ça découpé? Est-ce qu'elle veut ça trop mu? Est-ce qu'elle veut ça non mu? Donc, c'est ça qu'on doit chercher à savoir en parlant d'attente. Et au niveau de son comportement, est-ce que elle a l'habitude d'acheter sa banane en ligne ou bien elle va dans un point physique? On doit connaître son parcours, un peu son parcours, comment elle fait pour pouvoir acheter de la banane habituellement. Une fois qu'on a ces éléments-là, on sait comment on va essayer de lui présenter notre produit. Voilà, là, à ce niveau-là, je veux dire que je ne vais pas aller plus en profondeur au niveau du comportement et puis les attentes, parce que ça peut faire l'objet d'un autre slide, je veux dire, d'un autre thème, si on veut aller plus en profondeur. Et après, il y a des éléments qui nous permettent de pouvoir analyser le comportement de notre audience en ligne. Bon, de manière physique, ça c'est autre chose, mais en ligne, on a par exemple des outils qui nous permettent de savoir lorsqu'une marque a déjà eu une interaction, pas une marque plutôt, un consommateur ou encore votre audience a déjà eu une interaction avec votre marque en ligne. Donc, par exemple, si vous êtes sur Facebook, quelqu'un qui vient déjà s'abonner à votre page Facebook est déjà exposé à votre marque et cette personne aussi pourra être exposée par vos produits. Comment ici, on va essayer de sélectionner le bon canal. J'ai mon produit, j'ai ma marque. Comme tout à l'heure, je parlais de comportement. Comment je peux toucher la dentille qui veut des bananes? Déjà, je dois savoir où est-ce qu'elle a l'habitude, bien évidemment en ligne, soit de faire des recherches ou encore de se connecter. Quel réseau social elle utilise, par exemple, pour pouvoir faire peut-être des recherches ou encore voir des informations. Aujourd'hui, on a une panoplie de canaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des sites internet ou encore des blogs. Aussi, grâce à la publicité, voilà, on est exposé à certaines publicités. Qu'on demande ou qu'on ne demande pas, on est exposé à tout ce qui est publicité digitale. Donc, de la publicité digitale qui sont lancées via Google Ads ou encore Facebook Ads, etc. Donc, une fois que on a sélectionné le canal sur lequel on veut diffuser nos informations, on va essayer de mettre, comme on l'a vu précédemment, on va mettre en place une stratégie qui va me permettre d'atteindre mon audience. Désolé, excusez-moi. Donc, retenez que aujourd'hui, si vous voulez de la masse, vous avez la possibilité d'aller sur Facebook. Maintenant, par rapport à votre produit, est-ce que vous pensez que Facebook est idéal pour votre produit? Par exemple, si vous vendez des services, je veux dire, si vous faites peut-être de la formation, est-ce que vous pensez que Facebook est mieux adapté pour proposer
vos services de formation. Est-ce que Instagram est bienvenu ou encore LinkedIn? On a tellement d'éléments. Facebook, Instagram, LinkedIn ou TikTok, en fonction du domaine dans lequel vous êtes, vous avez la possibilité d'aller sur l'un ou encore être sur tout. Mais comme je dis, tout dépend du produit, tout dépend de votre stratégie. Par exemple, ça dépend de vous. Vous pouvez aller vendre de la banane sur TikTok. Voilà, ça se fait. Là-bas, vite fait, vous avez la possibilité de faire voir directement vos produits. Aussi, pour la formation, vous avez la possibilité de démontrer votre expertise sur TikTok, aussi sur Facebook ou encore même sur LinkedIn. Vous voyez, en fonction de votre service, de votre produit et du type d'audience que vous voulez toucher, vous allez choisir le canal qui est approprié. Et après ces choix-là, une fois que vous êtes en train de diffuser les éléments, ou encore vous êtes dans votre stratégie, il y a quelqu'un qui a parlé. Ok, je continue. Alors, ok, donc, une fois que on a lancé nos chevaux, à la fin, on essaie de voir, est-ce qu'on analyse ce qu'on a lancé? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? On regarde. Si notre objectif, c'est la notoriété, est-ce que lorsque quelqu'un voit, par exemple, ma marque, est-ce qu'elle reconnaît ma marque? Est-ce qu'elle interagit avec ma marque? Ça, là, on rejoint un peu ici l'engagement. Est-ce que quand tu postes du contenu, les gens interagissent avec ta marque? C'est beaucoup de questions qu'il faut se poser en même temps. Donc, aussi, en fin de compte, au niveau de la conversion, est-ce que quand j'ai fait un post commercial, j'ai dit que aujourd'hui, je vends de la banane, je vends la banane à 5 000 francs. Est-ce que parmi tous ceux qui ont commenté ou encore qui ont interagi avec ce post-là, on a eu des clients? Est-ce qu'on a effectué des ventes? Donc, tout ça, ça fait partie de l'analyse. Donc, une fois que vous analysez, que vous remarquez que ça ne va pas trop, on change, on optimise. Il faut retenir que lorsque vous mettez en place une stratégie, lorsqu'elle est lancée, qu'elle ne fonctionne pas, et on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas lorsqu'on analyse dès le départ. Si ça ne fonctionne pas, on change carrément, on optimise. Parce que vous ne pouvez pas laisser une stratégie qui ne fonctionne pas aller jusqu'au bout. Non seulement peut-être que vous allez gaspiller de l'énergie et pourquoi peut-être du budget. Donc, il faut toujours surveiller lorsque vous mettez en place vos différentes stratégies. Donc, il faut surveiller tous ces éléments-là. Voilà. Après cela, après ces piliers-là, on va passer vraiment à un cap où on va vraiment venir parler véritablement de tout ce qui est visuel. Voilà. Et vous allez comprendre comment la stratégie là vient s'agripper à tout ce qui est conception visuelle. Comment on met en place la stratégie et comment on l'exécute de manière claire et de manière visuelle. Donc, la puissance de la création visuelle. Donc, quel est le rôle du visuel dans l'engagement? Ce que vous devez savoir, c'est que souvent, on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. C'est parce que le cerveau humain traite une image 60 000 fois plus vite qu'un texte.
Donc, généralement, les gens n'aiment pas beaucoup lire. Les gens préfèrent un bon visuel. Donc, un bon visuel, qu'est-ce que un bon visuel peut faire? Donc, un bon visuel peut captiver l'attention rapidement. Un bon visuel peut améliorer la compréhension du message et, comme je l'ai dit un peu plus haut, ça peut susciter une émotion et créer un lien fort avec l'audience. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, c'est quoi les éléments clés d'un bon visuel? Donc, on a tout ce qui est couleur, on a la typographie, on a les images ou les illustrations. Donc, la couleur, là, ça agit généralement, bon, on va dire ça évoque des émotions. La typographie vient influencer la lisibilité et puis l'impact. Tout ce qui est illustration, image, donc ces éléments-là viennent créer une connexion directe, on va dire une connexion instantanée. Donc, comment la stratégie digitale là s'aligne à la création visuelle? Donc, la cohérence entre contenu et visuel. Donc, pour ce premier point-là, ici, il s'agit d'assurer une harmonie entre le message et son habillage graphique. Donc, je répète, ici, il s'agit d'assurer une harmonie entre le message et son habillage graphique. L'habillage graphique, c'est tout ce qui sera visuel. Donc, on doit également aussi utiliser une identité visuelle cohérente sur tous les supports. Si on part, par exemple, chez Bonnet Rouge, vous allez voir que à partir du logo, on a une palette de couleurs. Donc, la palette de couleurs dominante, je veux dire principale chez Bonnet Rouge, comme le nom l'indique, c'est le rouge. Donc, vous allez voir que la plupart de leurs visuels sont reconnaissables directement. Peu importe le visuel qu'ils feront, que ce soit un visuel destiné pour le print ou encore pour le social media, vous allez voir la présence de cette couleur-là. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir une identité visuelle. Donc, nos amis graphistes en ligne chaque jour, je vais dire prêchent cet évangile-là pour les marques, que ce soit pour les entrepreneurs ou encore les grandes entreprises. Bon, pour les grandes entreprises ont déjà à la base une identité visuelle cohérente. Après ça, le point 2, l'adaptation aux formats digitaux. Donc, on doit créer du contenu qui est optimisé pour le mobile et pour les ordinateurs. Et on a différents formats selon les plateformes. Bon, ça, je pense que à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre au niveau des formats, puisque si vous faites un peu des recherches ou encore aujourd'hui sur Facebook, on a différents formats qui passent, que ce soit du format carré, que ce soit du format 16 neuvième, même 9 16e. Enfin, ce sont des tests qu'il va falloir faire en fonction du canal où vous voulez diffuser vos éléments visuels. Le storytelling visuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le storytelling, en gros, c'est quoi? C'est raconter une histoire. Donc, comment on peut raconter une histoire à travers une image? Vous voyez une image, une belle compo, et tout de suite, vous comprenez. C'est parce qu'à travers cette image-là, il y a un storytelling qui a été bien élaboré. Et qu'est-ce que ce storytelling-là vient faire chez l'audience? Ça vient généralement créer une connexion émotionnelle avec
la marque. Donc là, je vais vous montrer, je pense qu'on a beaucoup bavardé, je vais vous montrer des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi ou bien encore qui réussissent. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous montrer... il faut que je remette ça en plein écran. Ok. Donc là, ici, tout à l'heure, je vais vous montrer différents visuels et je vais vous expliquer un peu les visuels que je vais vous montrer. Donc, on a ce visuel-là. Tout à l'heure, on parlait de bonnet rouge. Donc, vous devez retenir que sur ce visuel-là, on a 3 éléments qui sont importants. Donc, le premier élément, c'est le message publicitaire. Le deuxième, ce sont les éléments visuels, en gros. Et puis, la troisième chose, ce sont les éléments du branding. Ici, il s'agit d'un visuel qui a été diffusé sur le compte ou encore sur les canaux de Bonnet Rouge lors de la fête de la Saint-Valentin. Ici, qui parmi vous peut m'expliquer ce visuel-là? Parlez, les gars. Qui peut prendre la parole pour m'expliquer un peu le visuel? Ruth, oui, vas-y. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ruth Coco. D'abord, ce que je vois sur ce visuel, c'est que le lait bonnet rouge peut se consommer sans être en café. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de consommer le bonnet rouge en prenant notre petit déjeuner dans du café. Mais ici, je vois que on peut manger ça avec du pain sans forcément ajouter ça à du café. D'accord. Et le message, qu'est-ce que le message te dit? Est-ce que le message te parle? Qu'est-ce que tu retiens par rapport au message? Bon, franchement dit, j'ai pas capté. J'ai pas capté. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Akishi Anoa. Bonsoir à tous, bonsoir chef Edmond. Ici le visuel nous montre une main d'homme et celle de la femme tenant un bonnet rouge. Et puis parlons de l'amour en fait. L'image traite surtout de l'amour. On voit une femme et un homme ici, même si c'est les mains qu'on voit, mais c'est la main d'une femme et la main d'un homme qui célèbre l'amour avec le lait bonnet rouge concentré, sucré. D'accord. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant que je prenne la parole? Une dernière personne. D'accord. S'il n'y a personne, ok. Alors, donc, j'ai décortiqué ce visuel-là pour vous. Donc, comme je le disais, on a le message publicitaire. Donc, ici, qui est le slogan principal, qui est « Mangeons l'amour avec énergie ». Ça, c'est le slogan principal. Donc, qu'est-ce que ce slogan-là veut dire? Qu'est-ce que ce slogan-là
veut nous amener, disons, veut nous faire comprendre. Ici, ce slogan, de manière simple, nous invite à consommer le produit qui est quoi? Qui est bonnet rouge. Mais dans quel ton? Dans quelle tonalité? Dans quelle, comment on le dit? Dans quelle connotation? Nous sommes en Côte d'Ivoire, je le rappelle. Nous sommes précisément à Abidjan. Je parle de nous, hein. Bon, je ne sais pas parmi les connectés là s'il y a des gens qui sont à l'extérieur. Donc, en Côte d'Ivoire, quand on dit mangeons la moula, ça signifie quoi? Ça signifie quelque chose. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Lever, beaucoup de choses. Je vais dire, si on veut dire ça en français, comme on le dit, c'est une connotation affective. Mangeons l'amour ici. Donc, déjà, ça, pour quelqu'un qui est ivoirien, ce slogan-là lui parle déjà. Et après ça, on a quoi? Tout en bas, on a une accroche secondaire qui est pour l'énergie dès le matin. Donc, ce slogan secondaire-là met l'accent sur le bénéfice du produit qui est quoi? Bonnet rouge, qui apporte de l'énergie au petit déjeuner. Donc, on a le slogan principal et on a le slogan ou encore l'accroche secondaire. Maintenant, là, on va parler des éléments visuels. Donc, on a quoi? On a deux mains. Il y a quelqu'un qui a parlé de ces mains-là tout à l'heure. On a une main d'un homme et une main d'une femme. Donc, ces deux mains distinctes versent de manière simultanée du lait sur une tranche de pain. Et je vais dire, bon, ça c'est du pain, ça ressemble à du pain sucré. Hein. Donc, ça évoque quoi ici? Tout ça, c'est un sens. Ça évoque le partage, ce que vous devez savoir. Donc, pardon, on a une assiette avec du pain, on verse du lait dessus. Ça veut dire que ce pain-là, on va le partager à deux. Ici, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a le partage, il y a la convivialité. Il y a de l'amour, il y a l'harmonie. Et voilà. Donc, ça, vous pouvez interpréter ça de cette manière. Et là, on va en profondeur. Là, on vient regarder la forme du lait concentré. Pour rappel, le produit que vous voyez là, c'est le produit bonnet rouge qui est du lait concentré sucré. Vous voyez les laits concentrés sucrés, les abos qu'ils utilisent pour faire le café là. C'est ça. Ce n'est pas le bonnet rouge standard qu'on connaît. Donc, faites très bien attention en regardant le produit. Donc, là, je n'ai pas la possibilité de zoomer. Donc, si on zoome un peu, peut-être, laissez-moi voir. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde. Ici, c'est écrit lait concentré sucré premium. C'est vrai que ce n'est pas très visible, mais si vous regardez de près, vous allez voir. Voilà. Donc, on a la forme du lait donc, qui coule en forme de cœur. Donc, j'ai dit quoi que ça, c'était un visuel pour la Saint-Valentin. Donc, ça vient renforcer l'idée d'amour. Ici, on a la couleur dominante. On a du rouge dans le fond. Donc,
le rouge, pendant la Saint-Valentin, ça évoque quoi? La passion. Et déjà, à la base, c'est la couleur même de la marque. C'est l'une des couleurs de la marque. Enfin, le troisième point, on a quoi? Les éléments du branding. Bon, les éléments du branding, là, on a quoi? Le logo, qui est bien visible tout en haut. Donc, ça assure l'identité de la marque. On a les boîtes de lait qui sont mises en évidence dans la main des personnages là. Donc, ça vient renforcer aussi la reconnaissance du produit. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est que ce visuel de bonnet rouge, donc ça joue sur l'émotion, sur l'énergie. Donc, on associe le lait à des valeurs de partage, d'amour. Voilà, donc c'est un design qui est simple et efficace, selon moi, avec qui attire directement l'œil, quoi. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce visuel-là me parle avec vraiment l'accroche principale qui me parle. Donc ici, on passe à une seconde marque. Donc cette marque-là, il s'agit de la marque Zino. Donc c'est pareil, même exercice. Donc on a l'image principale, on a le message de la deuxième image. Ce que vous devez savoir, c'est que ces deux visuels-là vont ensemble. Mais les deux visuels n'ont pas été diffusés au même moment. Mais je veux dire que ces visuels-là sont complémentaires. Voilà. Donc ici, tout le monde reconnaît ce personnage-là. Oui. Voilà. Donc ici, on a fait quoi? C'est une mise en scène qui a été faite. Donc je rappelle que on est toujours sur des visuels de la Saint-Valentin. Donc ici, on voit une femme élégante. La femme, c'est qui? C'est Olivia Yassé, qui est en robe rouge, qui est assise à une table et entourée d'éléments, on va dire d'éléments raffinés. Donc on a les roses, on a les sacs cadeaux de la marque. Donc la marque est bien visible dessus. On a aussi un service de thé. Vous voyez, on a une tasse et tout ça là. Donc ça, ce sont les éléments de luxe et autres. On a une couleur, la couleur qui domine. Ici, on a le rouge qui veut dire amour, qui montre un peu la puissance, tout ça là. On a du vert dans le fond. On a un peu du doré sur les tasses. Et puis, on a la couleur de la marque. Donc, la marque Zino. Donc, ici, on a tout un ensemble de raffinements qui viennent, je veux dire, mettre en avant la marque Zino. Donc, les expressions, vous voyez de la manière elle est assise là, ce n'est pas choisi au hasard. Comme je le dis toujours, chaque élément sur un visuel a un sens. Ruth Coco, tu voulais dire quelque chose? Non, non, ça va. Ok. Donc, si elle est assise comme ça, si on va aller un peu dans le volet de tout ce qui est conception, je pense qu'au niveau de la direction artistique, ça a été demandé. Donc, on voulait quelque chose qui exprime, on va dire, la confiance, le charisme. Donc, moi, ce que je vois ici, je vois la confiance, je vois un charisme. Déjà, à la base, la dame, ou encore la jeune dame, c'est une jeune dame qui est charismatique à la base. Et je pense que ils ont voulu retranscrire ça sur la photo. Donc, elle a un sourire qui est chaleureux, elle a un regard qui est détourné. Donc, ce n'est pas fait au hasard.
Et si on veut rebondir sur le visuel de droite, donc on a quoi? Qui dit quoi? Du love, du luxe, du zino. Donc, c'est un jeu de mots qui met en avant 3 valeurs clés. Donc, on a le luxe, on a l'amour, et puis on a la marque. Bon, j'ai donné ça dans le mauvais ordre. Donc, on a l'amour, on a le luxe, et puis on a la marque. Donc, du love, on sait ce que ça veut dire. Du luxe, direct, on sait, c'est associé à la marque. Et on a le nom de la marque. Donc, le choix de couleurs également. Donc, fait partie de la palette de couleurs de la marque. Donc, ça vient renforcer ce visuel-là. Vous voyez, un visuel simple, un visuel typographique, seulement avec du test, avec quelques éléments graphiques. Je vais parler des cœurs là. On a 2 cœurs rouges en bas à gauche et un cœur rose en haut à droite. Troisième point, positionnement et l'objectif marketing de tout ceci. On le sait, bon, pour ceux qui ne savent pas, donc Zino à Abidjan est positionné comme une marque de luxe. Voilà, donc elle vend un peu de tout. Elle fait de la parfumerie, elle fait de la joaillerie, elle fait de la maroquinerie. Elle fait encore quoi? En tout cas, c'est l'essentiel que j'ai cité. Donc, leur cible, là, généralement, ce sont les femmes. Des femmes, des hommes. C'est un peu un certain niveau qu'ils recherchent. Voilà, en fonction, à cause des produits qu'ils mettent en avant. Parce que c'est vrai qu'ils ont des produits accessibles, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de les acheter. Pour ces 2 visuels-là, donc on se retrouve dans du luxe, dans la séduction, dans l'amour. Donc vous voyez, ils n'ont pas eu besoin forcément de dire que oui, c'est la Saint-Valentin et tout, mais à travers cette campagne-là, tout de suite, on comprend que on parle de l'amour, on met en avant nos produits. Donc, à travers cette vision, on te dit, ah, faut venir chez nous pour acheter des cadeaux. Peut-être pour ton mari, ou encore pour ta femme, ou pour ton gars, ou pour ta go. C'est un message qu'on te véhicule directement et subtilement. Et ça passe très bien. Encore un autre visuel. Ah, ok. Alors, celui-là, c'était pour la campagne également de Saint-Valentin. Donc ici, j'ai essayé de mettre des flèches pour qu'on comprenne vite par rapport à ce qui a déjà été expliqué. Donc on a l'accroche principale, on a les éléments visuels et bon, la mention événementielle, en fait c'est un rappel de la date de la Saint-Valentin. On a une question? Oui, monsieur, je souhaite savoir ici, Oui. qu'est-ce que vous appelez éléments graphiques? Les éléments graphiques, là, on a quoi? On a la main, on a la box en forme de cœur, on a le ruban. Tout ça, ça fait partie des éléments graphiques. Ah, d'accord. Donc, éléments visuels, éléments Pardon, graphiques. éléments visuels. Bon, éléments visuels, pardon. C'est bon? Non, non, il y a encore une confusion. Éléments graphiques et éléments visuels. Éléments visuels, ici. On peut continuer. Voilà, donc l'accroche principale, c'est déjà visible. On a la mention de la date, c'est juste un rappel. Pour mettre ça dans la tête des gens, ce n'est pas écrit au hasard, la date là. C'est juste pour te rappeler que le 14 là, tu dois faire quelque chose. Bien sûr,
pour ceux qui ne sont pas célibataires. Ici, au niveau des éléments visuels, on a le cadeau en forme de cœur, on a la main qui tient le cadeau, et puis dans le fond, on a le fond orangé avec des cœurs en filigrane. Sans oublier le ruban. Comme j'ai dit toujours, tous les éléments-là ne sont pas choisis au hasard. Ça veut dire quelque chose. On veut transmettre quelque chose. On veut sortir, comment on dit, du basique. On ne veut plus écrire Bonne Saint-Valentin ou encore sur les visuels. Donc, on essaie de mettre en place des concepts qui ne sont pas, en fait, qui captent l'attention, qui attirent. Donc, par exemple, pour cette campagne était digitale et était print. Donc, elle était diffusée sur des écrans dynamiques et elle était aussi en affichage à l'extérieur du centre commercial. Je crois que j'ai un dernier visuel à montrer. Voilà. Il y a ça aussi. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas ces visuels? Ça, je ne vais pas expliquer cette fois-ci. Celui qui ne comprend pas, il lève la main. On va lui expliquer. Qui comprend ce visuel ou pas? Comment elle s'appelle? Ruth, tu comprends ce visuel? Oui, monsieur. Monsieur. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends à travers ce visuel? D'accord. Pour moi, bon, je vois ici deux bouteilles d'alcool, deux bouteilles de boisson, une pour madame, une pour monsieur. Cette image me fait penser à l'amour, vu qu'il y a de ça. Durant cette période, on peut boire les boissons de la marque Faveur Royale, si je vois bien. C'est ça. Ok. C'est bien ça. Merci. En vrai, si on peut appeler ça comme ça, c'est... Je veux dire, ça, c'est un visuel commercial. En fait, pendant la Saint-Valentin, le responsable de la marque voulait mettre en avant deux produits. Et deux produits phares que ses clients aiment. Les hommes aiment beaucoup la liqueur de passion et les femmes adorent la liqueur de chocolat. Donc, au lieu de venir mettre directement sur Facebook pour dire que on vend liqueur de chocolat ou bien on vend liqueur de passion, tu as un visuel avec photo et téléphone, on a fait quoi? On a fait une créa pour mettre en avant non seulement la marque et puis l'offre. Donc, on a ici la bouteille de chocolat qui est adorée par les femmes. Donc, on a mis pour elle et la liqueur de passion pour les hommes ou encore pour lui. Donc, si vous regardez bien les mains, ici, au niveau de la liqueur de passion, c'est une main de femme et là-bas, c'est une main d'homme. Voilà. Et on a on va dire, ça c'est un CTA subtil qui te permet qui te demande d'acheter quoi, subtilement. Voilà. Ça, c'était des exemples. Je vais vous
expliquer. Ah là, je me suis trompé dans mon... Ici, ça, c'est une campagne sur laquelle j'ai travaillé personnellement durant le mois d'août 2024. Il s'agissait de la rentrée, on va dire, oui, comme on dit, la rentrée des classes généralement en septembre. J'ai travaillé sur cette campagne-là pour le compte d'un centre commercial. Bon, vous allez sûrement voir ça par la suite. Donc, comme ici l'objectif le dit, la rentrée des classes, non pas des classes, la rentrée est une période charnière où chacun reprend ses activités après une pause estivale. Voilà pourquoi j'ai évité de dire rentrée des classes, parce que la rentrée, c'est pas seulement la rentrée des classes. Il y a aussi des gens parmi les généralement, les vacances, c'est entre août et peut-être bien avant août jusqu'à septembre. Il y a des gens qui vont en vacances. Les boss, là, généralement, c'est les périodes de vacances. Ils vont. Mais nous, les coulés, on est toujours là. Nous, on n'a pas de vacances. Donc, Cap Sud a souhaité accompagner ses visiteurs dans cette transition en douceur, en les aidant à retrouver sérénité et bien-être. Donc, l'objectif de la campagne, c'est de renforcer la notoriété du centre commercial, générer du trafic et puis favoriser l'engagement des clients en leur proposant une expérience fluide et agréable. Donc, pour cette campagne-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire souhaiter bonne rentrée scolaire aux gens ou encore... non, s'arrêter juste à rentrer des classes. Avant, c'est ce qui avait été, on faisait. On s'arrêtait juste à rentrer des classes. Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Mais cette fois, on a dit qu'on voulait faire quelque chose d'unique. On voulait présenter quelque chose on va dire, de différent. Donc, pourquoi ne pas faire? Parce que vous voyez là, le titre de la campagne, c'est transition. En vrai, c'est transition. Mais dans cette transition-là, on quitte quoi? Les vacances pour revenir à notre réalité. Donc, ça m'a donné une idée et j'ai essayé de développer cette idée-là dans un concept. Donc, on va aller dans le slide suivant. Voilà. Donc, comme je dis, j'ai essayé de développer ça dans un concept. Un concept qui est bien évidemment qui va parler à la cible du centre commercial. Donc, ce sont les clients, on va dire, habituels qu'on connaît. Généralement, pour ce centre commercial-là, la cible, c'est CS++. Après, vous pouvez faire des recherches sur ça. On a les parents, on a les enfants qui reviennent des vacances, on a les professionnels, des étudiants, des consommateurs à la recherche de nouveautés, mode et lifestyle. Donc, à travers ce concept-là, quand j'ai réfléchi à ce concept, j'ai commencé à développer différents axes. Et le ton, comment je voulais véhiculer, quel message je voulais mettre en avant. Donc, le message de bien-être et d'accompagnement, une approche élégante et rassurante, un univers visuel doux et harmonieux. Donc, les points qui sont en gras là, ce sont ces points qui sont en gras là qui m'ont permis de pouvoir mieux développer le concept que j'ai voulu mettre en place. Donc, le storytelling, c'était quoi? C'était de créer ce mouvement-là, c'est-à-dire le mouvement où on quitte les vacances pour revenir dans notre réalité, en valorisant, bien évidemment, tous ces moments-là. Et une fois que le concept était bien clair dans ma tête, j'ai utilisé cette technique. Donc, la technique créative que j'ai utilisée, c'est la juxtaposition comparative. Bon, il y a beaucoup qui utilisent des techniques créatives, mais qui ne connaissent pas ces noms-là. Pour ceux qui veulent, je peux les partager
une liste de techniques qui vont après, ils vont faire des recherches dessus. À quoi ça correspond véritablement? Moi, la technique que j'ai utilisée, en vrai, ce n'est pas une seule technique. C'était un mix de techniques. J'ai préféré mettre cette technique-là plus en avant. Donc, la juxtaposition comparative. Donc, c'est une technique de conception créative qui consiste à placer deux éléments visuellement ou conceptuellement opposés côte à côte afin de mettre en évidence leur différence ou créer un effet de contraste. Et comment ça fonctionne? On compare deux situations opposées pour souligner un changement ou une évolution. Donc, si je m'arrête sur ce premier point-là, c'est quoi? C'est que moi, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de vacances et j'ai parlé des rentrées. Donc, moi, j'ai voulu faire une juxtaposition avec ces deux éléments-là, c'est-à-dire créer cette transition-là, quitter les vacances et venir et faire sa rentrée tranquillement. Donc, deuxième point, l'effet de contraste attire l'attention et crée une tension visuelle et conceptuelle qui engage le spectateur. Et cette technique est souvent utilisée, bien évidemment, en publicité, en design graphique et en storytelling pour renforcer un message. Voilà. Et comment j'ai voulu tel que penser, donc il me fallait des photos et dans ma base de données ou encore dans ma banque de données de photos personnalisées, j'ai différentes photos. Donc, j'ai utilisé ces photos-là qu'on a réalisées lors d'un shooting pour pouvoir mettre en place cette campagne. Donc, vous allez voir dans le slide suivant l'outil que j'ai utilisé pour concevoir. J'ai utilisé Photoshop. Photoshop, oui, uniquement pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quoi? Je cherchais, comme qu'on vient de le voir, au niveau de la technique. Donc, il me fallait deux mondes différents. Donc, un monde où il y a de l'amusement et un monde où il y a du sérieux. Donc ici, le monde sérieux, c'est quoi? C'est un bureau. Le monde où il y a de l'amusement, c'est à la plage. Donc, j'ai utilisé ces deux éléments-là pour créer le contraste. Donc, on quitte les vacances pour le boulot ou encore pour sa rentrée. Donc, slide suivant. Donc, ce qui a été fait, donc comme je dis, j'ai utilisé des images de la banque. Donc, c'est beaucoup de travail au niveau technique, retouche d'images, créer ma composition et tout, ajouter tout ce qu'on peut ajouter. Et après, on met en avant le message principal et le message secondaire. Donc, transition en douceur. Capsule fait sa rentrée avec vous. Et enfin, on ajoute la marque. Donc ça a constitué le visuel principal qui a donné ceci. En vrai, voici le visuel principal. Donc, comme je dis, on a une juxtaposition d'images. Le monde. Oui, Ruth. J'ai remarqué que sur les visuels, vous avez utilisé deux polices différentes. C'est conseillé de faire ça ou bien bon, c'est juste pour... Qu'est-ce que tu as appris, toi, à ton niveau? Pardon? Qu'est-ce que tu as appris, toi, à ton niveau? Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit? On m'a dit lorsqu'on écrit ou bien il faut conserver la même police. Par exemple, lorsque tu écris un texte ou bien tu fais un PowerPoint, c'est pas conseillé de mélanger plusieurs polices à la fois. Il faut garder une seule police. Mais quand tu regardes ce mix-là,
En fait, quand on te dit ça, c'est pour garder une cohérence visuelle. Mais ici, moi, dans mon cas, mon visuel est toujours cohérent et ces polices-là vont ensemble. C'est le même style de police. Seulement que toi, ce qui te dérange, c'est peut-être la version italique de la police. Sinon, c'est la même police. On a mis l'accent sur quoi? Comme je dis, sur transition, on a mis l'accent sur le nom de la marque. Donc, si tu regardes bien, Cap Sud et transition sont pareils. Et pour le test, pour les tests, on va dire secondaires qui les accompagnent pour chaque message, dans un autre format. Mais c'est la même police en fait. Et ça, je vais dire, tout à l'heure, j'ai parlé d'identité visuelle quand j'ai commencé mon développement. Donc, ces polices-là font partie de l'identité visuelle du centre commercial. Donc, on peut les utiliser. Donc, ce que tu dois retenir là, c'est que si tu as une marque qui a une bonne identité visuelle, on a toujours une police primaire, souvent secondaire. Il y en a même qui ont tertiaire et ainsi de suite. Donc, tant que tu peux mélanger ta sauce, mais que ça soit quand on a une cohérence visuelle pour que le message passe, il n'y aura aucun problème. Donc là, c'était le KV, le visuel principal. Et au-delà, on a essayé de développer d'autres, disons, on a fait des déclinaisons qui sont carrément pareilles. Hein. Voilà. Donc, on a eu 3. Donc, pour un homme, pour un enfant et pour une jeune fille. Voilà. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voulait montrer avec tout ça? Qu'est-ce qu'on voulait dire à nos, à nos clients? C'est que on voulait vous dire, peu importe la rentrée que vous allez effectuer, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour aller au travail, ou n'importe où vous voulez, le centre commercial est l'endroit idéal pour trouver tout ce qu'il vous fallait. Vous voyez? Donc, avec ça, il y avait une stratégie de contenu sur Facebook et Instagram qui a accompagné toute cette campagne-là. Et ça a bien fonctionné. Bon, après, là, on a terminé avec l'étude de cas. Bon, au niveau des outils, bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait quel outil il doit utiliser. Hein. Voilà, que ce soit Canva ou Photoshop ou la famille même Adobe. Ce que vous devez retenir, c'est que l'outil que vous utilisez ne doit pas... moi, par exemple, je ne vais pas utiliser Canva. Honnêtement, moi, je ne sais pas utiliser Canva. Peut-être que ça va vous faire rire, mais moi, je ne sais pas utiliser Canva. Voilà. Moi, je ne sais pas utiliser Canva. Il y a des gars qui sont super forts, qui savent utiliser ça. Mais moi, je ne sais pas utiliser. Quand il dit je ne sais pas utiliser là, il peut faire tout ce qui est basique. Mais s'il doit faire vraiment une créa avancée là, je me sens mieux dans un outil d'Adobe que utiliser Canva. Donc, où tu te sens mieux outillé pour sortir ta créa de wow, utilise l'outil. Si c'est Figma aussi que tu utilises, il n'y a pas de problème. Vas-y. Bon, au niveau des outils d'analyse, ici, bon, je vais parler de l'outil de Facebook. On a Business Suite qui peut nous permettre d'analyser directement les éléments. Ça, c'est le basique. Voilà. Après ça, on a des outils tels que Metricool et autres. Mais ça, ce sont des outils qui sont payants. Mais Facebook, déjà, là,
en bac plusieurs outils qui vous permettent d'analyser déjà votre marque, que ce soit pour des reels, que ce soit pour des images fixes, que ce soit pour des... Ah tiens, j'ai oublié de vous parler. Au niveau visuel, il n'y a pas que des images statiques, il y a aussi des vidéos. Et aujourd'hui, en 2025, on mise beaucoup sur tout ce qui est contenu dynamique. Contenu dynamique, je vais parler des Reels. Et ça marche bien sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, que vous scrollez beaucoup, donc vous tombez sur beaucoup de vidéos avec des concepts différents. Et moi, à mon niveau, dans mon travail, je ne réalise pas les Reels, mais j'écris plutôt les histoires pour mettre en place les Reels. Donc, tout ce qui est synopsis, tout ce qui est script, de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, je mets en place ces éléments-là pour que les Reels puissent être réalisés avec un concept qui va avec. Donc, si on fait un concept, par exemple, de rentrée, on décline ce même concept-là sur le Reels. Mais il faut trouver la bonne histoire qui va avec. Donc, comme je le dis, le visuel, ce n'est pas que du fixe. C'est aussi des mouvements. Voilà. Donc, pour l'outil, j'insiste, Facebook embarque déjà un outil standard, Business Suite, Meta Business Suite, qui vous permet d'analyser votre page. Donc, quand je dis votre page, directement, c'est votre marque. Au-delà, on a plusieurs outils. On a un outil qui n'est pas mal. Lorsque c'est bien paramétré, comment ça s'appelle, Google Alert. Lorsque c'est bien paramétré, par exemple, quand quelqu'un mentionne le nom de votre marque quelque part, on vous envoie une alerte si c'est bien paramétré. Donc, à chaque fois que si tu t'appelles Tantampion, ta marque s'appelle Tantampion, une fois que ce soit dans la presse, que ce soit sur Facebook ou autre, tu as la possibilité. Déjà, dans Facebook, quand tu es mentionné, il y a le volet mention, directement l'option mention qui est sur Facebook qui vous permet de voir qui vous a mentionné. Google Alert, ça c'est sur des sites internet, des articles de blog et autres. Lorsqu'on mentionne le nom de votre marque, vous avez la possibilité de voir ça dans Google Alert. Donc, je vous donne ces deux outils-là uniquement. Après, on a une panoplie Metricool. Une panoplie, comme je dis, c'est une panoplie d'outils. Mais à chaque outil, une utilisation. Généralement, de manière standard, ces outils-là font tous la même chose, mais chacun a sa particularité. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'une stratégie digitale efficace repose sur des objectifs clairs et une bonne connaissance de l'audience. La création visuelle doit être adaptée, cohérente et engageante. L'alignement entre stratégie digitale et visuelle est essentiel pour maximiser l'impact de la marque. Voilà. Ainsi, donc, là, j'ai fini mon exposé. QR, c'est questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Merci. Ok. Je pense que tout a été dit. Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez... Je laisse mon numéro dans le chat. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser des questions directement au cas où. Hein. Je vous laisse mon numéro dans le chat. Je pense que j'avais une main levée. Oui, Ruth. Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir, lorsqu'on décide de lancer une campagne digitale, à quel moment on sait que la campagne a réussi et que elle a vraiment touché notre audience? Parce que souvent aussi, on lance notre campagne, c'est vrai, mais bon, côté engagement, c'est un peu fou. On ne sait pas vraiment l'audience qui a... D'accord. J'essaie de comprendre ce que tu dis. Hein.
Mais d'abord, ce que tu dois savoir là, avant de lancer une campagne, là, on doit connaître les objectifs. Pourquoi on lance la campagne? Qu'est-ce qu'on recherche à travers cette campagne-là? C'est la question que tu dois te poser dès le départ. Si ma campagne, c'est pour vendre un produit, à la fin, après ma campagne, là, on doit savoir est-ce qu'on a vendu. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on a vendu. Voilà pourquoi dans mon développement, j'ai parlé des métriques, des KPI qu'on va analyser. Par exemple, si on part sur une campagne d'engagement, bon, je vais dire notoriété et engagement, pour faire connaître une marque, on va se baser sur quoi? On va se baser sur le nombre d'abonnés par rapport à la période de la campagne. Si c'est du 1er au 31, par exemple, donc du 1er au 31, est-ce qu'on a gagné des abonnés par rapport à ce qu'on a fait sur le digital? Si oui, on a gagné des abonnés, si le chiffre est positif, ça veut dire que c'est un premier métrique qui est positif. Est-ce que sur nos publications, on a un bon taux d'engagement? Donc, on fait ce calcul-là et puis on regarde. Si le taux est bon, ça veut dire que la campagne a fonctionné. Si ce n'est pas bon, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné, à quel moment ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est ça qu'on doit chercher à savoir, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est le message dans les visuels qui n'était pas assez clair? Est-ce que le visuel était impactant? C'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Si c'est pour un produit, est-ce que le produit là, est-ce que je l'ai bien mis en avant? Par exemple, si tu vends un sac, par exemple, et tu fais une photo comme ça avec ton téléphone et tu mets en vente et tu postes. Par rapport à quelqu'un qui a fait un bon shooting, qui a fait une mise en situation avec les sacs, qui a diffusé, lui, sa campagne risque de marcher par rapport à toi. Parce que toi, on ne voit pas bien ton produit. Ça, c'est un. Alors que lui, il a mis en avant son produit de la plus belle des manières. Donc, sa campagne peut avoir plus d'impact que toi. Voilà, Ruth. Merci. Par exemple, pour les entrepreneurs ou bien quelqu'un qui est dans l'e-commerce, Oui. à quel moment il peut décider de faire une campagne? Est-ce qu'on fait la campagne publicitaire durant toute l'année ou bien il y a des moments spécifiques? Je reviens encore pour te dire que on va prendre le cas du sac. Tu es entrepreneur, tu vends des sacs. Sur l'année là, tu vises un chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires que tu vises là, je dis n'importe quoi, c'est 60 millions. Comment tu vas atteindre les 60 millions là? C'est toi seul qui sais. Donc c'est toi qui sais à quel moment tu as lancé tes campagnes pour atteindre tes 60 millions là sur l'année. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui va te dire non, il faut lancer ta campagne à tel moment. Mais dans l'année là, il y a des périodes, il y a des fêtes. Donc tu dois profiter de toutes ces périodes-là. Tu vois, pour te positionner. Par exemple, en décembre, pour les fêtes de fin d'année. C'est pas en décembre que tu vas commencer à vendre. Tu dois commencer à vendre même depuis octobre ou encore novembre pour préparer les fêtes. À partir de octobre, novembre, tu es dans la tête des gens avec tes posts. Pour que ça reste en fait. Ah, telle personne vend telle chose. Ah, d'accord, on peut acheter ça chez elle. Pour que tu sois visible. Chaque jour, tu dois créer du contenu. Surtout si tu es sur Facebook et autres, tu dois créer du contenu chaque jour pour mettre en avant ton offre et aussi pour mettre en avant ta marque. Et il ne faut pas seulement mettre tous les jours son offre. Genre, je vends. Non. Tu peux donner des conseils. Tout va dépendre de ta stratégie de contenu et surtout de ta ligne éditoriale. Le temps que tu emploies pour communiquer, pour parler aux gens. Tout ça, ça compte. Soit tu décides d'avoir un temps trop professionnel, un temps trop, on va dire, trop amical, ou bien ça dépend de toi. Tu vois. Donc, en fonction de ton objectif de chiffre, par exemple, d'affaires, c'est à toi. Tu vas décortiquer ça par mois. C'est d'ici c'est 60 millions, tu vises l'année. Tu divises chaque mois combien tu dois faire. Et combien tu dois faire par jour pour pouvoir atteindre le chiffre d'affaires mensuel.
pour pouvoir faire le chiffre d'affaires annuel. C'est à toi de faire ces calculs-là. En fonction de ça, tu sauras. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? OK. Ok. Bon, il y a notre ami Akishi qui t'adresse un remerciement pour ton intervention. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, oui, Ruth encore, vas-y, pose ta question. Aussi, monsieur, vous avez parlé d'une application pour pouvoir faire des réels sur Instagram. J'ai pas bien entendu l'orthographe. Non, je n'ai pas parlé d'application pour faire des réels sur Instagram. Ah, c'est que j'ai pas bien entendu. Ouais, tu as mal compris. Non, mais pour faire des réels, là, c'est ton appareil photo. Maintenant, après, pour monter, tu peux utiliser CapCut pour monter ta vidéo. Merci. Ok. Alors, merci à tous. Merci à Eman. Alors, sachez que la plateforme qui organise ces formations gratuites, c'est D-Classroom. Et nous sommes un centre de formation au métier du digital. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons une formation qui débutera le 29 mars prochain. Donc, pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire, vous avez la possibilité de vous inscrire via le lien que j'ai laissé dans le commentaire. Et jusqu'au 15 mars, les inscrits à cette formation bénéficient d'une réduction de 50%. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire directement via ce lien-là. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Le prochain exercice de compétences aura lieu le 15 mars. Ouais, c'est le 15 mars. Et on va voir ensemble comment convertir plus de clients avec la publicité dynamique. Voilà. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt et passez un excellent week-end. Au revoir.